Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. 3 personnes sur le plateau, comme chaque vendredi. Amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Même si le style vestimentaire diffère, on va démarrer cette émission où le premier sujet avec Gaspard Adjamossi. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Vous êtes bonsoir, Shamsdine Badaro. Apparemment. Apparemment. Achille Wusso, un bon porte-novien. Quand on a un costume, non? Pourquoi il dit apparemment? Il vient de se rendre compte qu'il a un costume. Bonsoir, Shamsdine. Bonsoir. Comment se porte comment se passe votre vendredi? Pas mal. On rend grâce à Dieu. On va démarrer, comme je le disais tantôt, par Gaspard Adjamossi, qui parle de Gaspard Adjamossi et qui parle de la mairie de Porto Novo, bien sûr. Session extraordinaire à la mairie de Porto Novo. Les conseillers du bloc républicain claquent la porte. Yankoti à chaud. Oui, vous pouvez tirer la conclusion que vous voulez. Et en plus, je ne sais pas l'allusion que vous faites sur ma personne et par rapport à la mairie de la ville de Porto Novo. Je n'ai pas une fonction officielle là-bas. Je m'y rends rarement. C'est vrai que c'est, je dirais, la mairie de la ville capitale du Bénin, c'est la mairie de la ville où j'habite. Et donc, comme tous les, je dirais, les concitoyens de Porto Novo, je suis un peu tout ce qui se passe au niveau de la mairie de Porto Novo. Je n'y étais pas, mais j'ai appris comme tout le monde que lors de la dernière session extraordinaire, que les conseillers, les 16 conseillers du bloc républicain ont déserté la salle de délibération de l'hôtel de ville à un moment de la tenue de la session extraordinaire. Je rappelle en passant que néanmoins la session allait au bout et que les décisions qui doivent être prises ont été... les décisions qu'on doit prendre ont été prises. Et bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en soit là? C'est vrai que personnellement, je ne me suis pas renseigné, mais moi, je savais qu'une telle situation allait advenir. Et au vu déjà de ce qui se passe déjà au plan national, au niveau de parti Union progressiste, le renouveau et du bloc républicain, et les départs, les arrivées, les débauchages, les adhésions et autres là, je crois que ça cristallise un peu l'ambiance au niveau des deux formations politiques. Maintenant, quand vous allez également, quand vous descendez au niveau des communes, je crois que cette cristallisation au sommet est en train de descendre au niveau de la base. Mais on ne peut pas mettre forcément et uniquement en cause ce qui se passe au niveau du sommet, parce qu'au niveau de chaque commune aussi, il y a des réalités qui l'amènent à ce genre de situation. Et je crois que pour ce qui est de la mairie de Porto Novo, par rapport à ce que nous entendons un peu partout, c'est notamment la mise en place des commissions permanentes qui a amené cette crise-là, puisque les membres du bloc républicain du conseil, au nombre de 16, n'ont pas pu avoir un seul président de commission. Et quand on dit président de commission, on dit bien entendu conseil de supervision, c'est-à-dire l'instance de supervision des activités de la secrétaire exécutive. Je crois donc que c'est une question tout à fait politique. Moi, le seul souhait que je vais émettre, le seul vœu que je vais émettre, c'est que ce que je vais appeler la politicaillerie, ce que je vais appeler les intrigues politiques n'entravent pas le développement de la ville. C'est votre position. Vous venez de me donner raison alors à travers votre conclusion. Moi, ma conclusion, oui.
n'a pas choisi un camp. Ma conclusion a choisi la ville de Porto-Novo. Maintenant, si vous estimez qu'en faisant comme ça, que je suis c'est votre de position. conseil. Ce n'est pas ma position, c'est la position d'un bon citoyen de la ville. Si vous avez une position, si vous avez une position contraire aux intérêts de la ville, alors dites-le. L'autre bon citoyen d'Avrancourt. Ou d'Adjara. Ou d'Adjara. Vous vivez où, dans quelle commune? Un citoyen. Tantôt Adjara, tantôt Avrancourt. Un citoyen intercommunal. Ce qui se passe au niveau de la mairie de Porto-Novo, votre appréciation? Je voudrais partir donc de la chute de Gaspard pour dire que si nous reconnaissons que la ville doit être gouvernée, il faut une instance de gestion. Et l'instance de gestion, qu'on le veuille ou non, jusqu'à preuve de contraire, reste le conseil communal. Et le conseil communal est d'abord un organe politique. D'accord? Ce qui se passe, en fait, Gaspard l'a brossé un peu, mais pour insister davantage, il faut dire que si les conseillers du bloc républicain siégeant au conseil communal ou municipal de la ville de Porto-Novo ont claqué la porte le mercredi dernier, si mes mémoires me souviennent, non, le mardi dernier, et je crois que c'est parce que par rapport aux organes de gestion de la ville, il y a frustration. Ils sont écartés. Ils sont écartés, totalement écartés. Et je ne sais pas ce qui peut justifier cela si ce n'est pas la politique politicienne. Parce que la différence de siège entre l'Union progressiste siégeant au sein du conseil communal et le bloc républicain qui siège aussi au sein du conseil communal de la ville de Porto-Novo, c'est un seul siège. C'est 17 contre 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix de la minorité ici, que constitue le bloc républicain, compte dans la gestion de la chose publique. Et en tant que tel, il faut quand même qu'elle soit associée à suffisance aux instances de prise de décision, qui ne soient pas mis dans une posture de faire valoir. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et je crois que c'est dommage que la majorité, l'Union progressiste, décide d'agir ainsi. Et ce qui fait davantage mal aux conseillers municipaux BR de la ville de Porto-Novo, c'est que, entre-temps, le maire lui-même en personne aurait fait des promesses en ce qui concerne donc la distribution de ces présidences de commission. Et quelque chose reviendrait déjà au Parti Bloc républicain jusqu'au jour de l'installation où, à leur grande surprise, ils ont constaté que la liste qui a été lue par le préfet ne prévoyait pas du tout de conseillers ou de conseillers choisis comme président de commission communale au sein du Bloc républicain. Et c'est depuis là que le virus a été introduit au sein du conseil communal de la ville de Porto-Novo. Ce qui sera dommage, ce sera pour l'image politique de la ville, même si on dit qu'aujourd'hui le maire n'a plus de responsabilité directe ou que comme avant, dans le vote donc, du rapport d'activité du maire, on pouvait sentir donc cette frustration des conseillers communaux BR, qu'on le veuille ou non, le maire porte un chapeau, il porte une casquette. Et en tant que tel, on dira que c'est sous sa gestion, en tout cas sous sa gestion, les choses ne se sont pas passées comme cela devait. Et n'oubliez pas, j'ajoute cela pour finir, qu'il avait été, par le passé, il avait abhorré la mure de l'opposition au sein du conseil. Et je crois que sa voix était plus suivie parce que c'était une voix c'était pratiquement une dissidence au sein donc de son conseil communal. Et je crois que c'est comme ça qu'on l'a rapidement identifié et que la ville l'a rapidement adopté. Aujourd'hui, qu'il change de rôle et que malheureusement, il se voit donc dans cette position de gestionnaire où la minorité ne se sentirait pas à l'aise avec lui, ce serait vraiment dommage pour son image. Dommage et triste. Ce qui est sûr,
c'est la politique. Gaspard Diamossi l'a dit tout à l'heure, c'est la politique. Nous sommes en politique. Oui, je veux juste ajouter un petit chose. Pour défendre une petite chose. Si vous voulez, moi je voudrais rappeler à Achille Ouchou. Non, vous savez, en politique, enfin, on dit souvent que il y a un célèbre politicien dont j'ai oublié, un penseur qui dit la démocratie, c'est malheureusement un système où 50,01% est égal à 100 et où 49,99% est égal à 0. Ça veut dire quoi? Si les gens sont majoritaires, même d'une voix, ils sont en mesure de vous imposer tout. Tout le reste, ça peut rentrer dans le cadre d'une discussion et d'un consensus. Maintenant, s'ils ne vous donnent rien, prenez ça comme vous voulez. Maintenant, c'est qu'il y a les instances. Aujourd'hui, Charlemagne Yankoti, dont nous parlons, c'est un courrier que le préfet est venu lire, qu'il a fait. Mais ça veut dire que lui-même, là, sa force ou sa puissance d'agir. Ça a des limites. Ça a absolument Merci de beaucoup limites. à vous, Gaspard Diamossi. On va revenir certainement dans les jours à venir. S'il y a d'autres développements, bien entendu. Bien entendu. Hein. Non, mais c'est fini, c'est parti pour... Même si pendant ce temps, on fait une virgule par là, même si pendant ce temps, au niveau de la gare routière ici, les gens, ils ont fui carrément le pack. Hein. La nouvelle gare routière de Porto Novo. On charge au bord des rues maintenant un peu partout. Ah, mais j'ai constaté tout à l'heure que les rues donnant accès à la gare ont été pris d'assaut. Et donc, je n'avais pas compris. Mais il ne faut pas aller sur ce sujet à cause de Gaspard Diamossi. Non, Gaspard, le sommeil de non, personne le moral de M. Gaspard Diamossi. ne va troubler. Donc, on peut en parler là. Il y a tous les sujets sont bons à débattre ici, ils sont bons à débattre. Ce qui se passe j'ai mes opinions que je défendrai. J'ai dit d'entrée en parlant de ce qui se passe à la mairie que c'est l'intérêt de la ville. Si l'intérêt de la ville, pour vous, c'est que le parc soit dans cet état-là, je resterai dans votre position. En tout cas, bon, bien entendu, aucun citoyen de la ville ne peut avoir un C'est pour vous dire qu'aucun citoyen de la ville, à plus forte raison, la première autorité, ne peut avoir intérêt ou ne peut vouloir que la gare routière soit dans cette situation. Oui, donc, ce que nous devons faire en tant que ce que nous sommes, c'est d'appeler à ce que cette situation-là soit rapidement résolue par qui de droit. Je crois que c'est ce que nous devons faire. C'est vrai et ensuite, c'est d'enlever ce pack-là. Bon, c'est aussi une solution. Si c'est un endroit vivable et impropre à l'habitation ou impropre à ce qu'on mette une structure du genre là, s'il faut déplacer, c'est qu'il faut déplacer. Maintenant, les bonnes personnes, de toutes les façons, les bonnes personnes pour décider, c'est pas nous. Ce que nous on peut faire, c'est ce que nous faisons, c'est d'attirer les attentions. Non, mais ce qui est sûr, les pluies par ces temps qui courent sont abondantes. On peut peut-être se cacher derrière. Une raison, non, ça pouvait peut-être être une raison parce que on n'a pas. Ah mais là, ça c'est encore autre chose. Je sais que pour accéder donc à ce pack, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Il faut engager des travaux d'assainissement si on pense que le lieu qui a été choisi est adéquat pour abriter une gare, mais il faut quand même travailler à mettre les usagers vraiment à l'aise et qu'on dise qu'il n'y a pas de toilettes sur une gare comme ça, ce sera vraiment dommage. Ça là, ce serait donc du fait d'une négligence de la part je me demande si des autorités. Monsieur le maire Yankoti, en le connaissant, je me demande, est-ce qu'il connaît cette gare routière même? Est-ce qu'il est informé par rapport de tout ce qui se passe? Je sais que vous avez la possibilité de lui demander directement. En dehors de ce que vous faites sur ce plateau, je sais que vous avez la possibilité de lui demander directement et je pense à chacun son rôle là. N'hésitez pas à le faire. Bon, c'est vrai. Vous êtes ici dans votre... C'est ce que vous estimez. Ce que je dis, c'est que vous êtes dans votre rôle ici, en disant ce que vous dites. Mais je sais que le maire est votre ami et que vous pouvez, sur un coup de fil, dire, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe au niveau de la heureusement que ce n'est pas Gaspard seul qui est lié à la mairie de Porto-Novo. Non, je ne suis pas accrédité à la mairie de Porto-Novo, je suis accrédité pour l'instant à la Merci beaucoup. De toutes les façons, on invite le maire Charlemagne Yankoti
à faire un tour, à descendre. Oui. Et davantage en interpellant le maire de la ville, il faut également interpeller la sécurité exécutive parce que c'est elle qui est beaucoup plus à l'exécution. Ah, désormais c'est comme ça. Ok. C'est qui me met ça? Ou bien c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Vous dites au PD Bazar aussi, c'est un homme. On ne la voit même pas. Ou bien elle n'a pas encore commencé le. Elle a été désignée pour que je la voie, pour qu'elle circule dans la ville. Elle a été désignée pour faire ce qu'elle a à faire. Et je crois que... Ou bien elle n'a pas encore pris service. Non, comment? Parce que moi, je ne constate rien pour le moment. Non, mais je vous apprends que son rapport d'activité a été voté déjà. Déjà? Ah, mais c'est oui. Alors, toutes mes excuses. On a besoin de vous à côté ici, à côté de Guérit TV, au niveau de la gare routière. Faites quelque chose. Les conducteurs souffrent, même les usagers. Voilà, on va passer au troisième sujet à présent. Gaspard Diamonsi, liste électorale informatisée. C'est le deuxième sujet. Le seul sujet, il a fait deux sujets. Il a créé le sujet de la gare. Ah bon, ça c'est vrai. À la demande d'informations politiques, notamment de l'opposition, mais aussi de la société civile, la liste électorale en cours de confession pour les élections législatives de janvier 2023 est actuellement soumise à un audit. Gaspard Diamonsi. Oui, vous savez, la question de la liste électorale est permanente, elle n'est plus permanente, la liste électorale informatisée. Je crois que c'est un débat que nous avons suivi. Cette liste a été contestée plus ou moins par les leaders de l'opposition. Et la dernière fois, nous avons suivi un célèbre membre de la société civile qui s'est invité dans le débat en demandant l'audit de cette liste-là. Et je crois que aujourd'hui, le fait que cet audit soit en cours de réalisation prouve, n'est-ce pas, que les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, ça prouve qu'ils n'ont certainement rien à cacher, ça prouve qu'il y a une certaine transparence dans ce qui se fait. Moi, ce que je vais espérer, c'est que les résultats ou les conclusions de cet audit-là rassurent quelque peu les amis de l'opposition béninoise qui ont quelques griefs contre le processus électoral en général et la confection de la liste électorale en particulier. Maintenant, ce n'est pas leur seul greffe. Si, par la même occasion, on peut essayer de voir dans l'ensemble tout ce qu'ils réclament là et essayer de leur donner satisfaction, je crois que nous tendons vers des élections législatives apaisées et sans passion, sans violence. Et parce que, il faut le dire encore une fois, ce qui s'est passé en 2019 et qui a abouti à l'installation du Parlement qui est en train de finir là, tout le mal là encore dans les mémoires, notamment les événements des malheureux que nous avons connus dans certaines parties du pays, notamment à Cotonou. La liste électorale informatisée auditée. Oui, je crois qu'on devrait saluer déjà l'initiative parce que la rencontre entre la Sénat et les partis politiques avait fait la promesse donc, de l'organisation des élections transparentes et l'opposition avait exprimé des inquiétudes dont ce que nous annonçons là, un audit de la liste et un certain nombre de choses encore. Je crois que si aujourd'hui l'organe en charge c'est l'ANIP on dit, de la réalisation de cette liste-là, l'ANIP je crois, a pu accepter avec la Sénat que la liste soit auditée, c'est déjà un bon pas, c'est déjà une suite favorable qui a été réservée aux préoccupations de l'opposition. Et nous allons souhaiter que cet audit se passe dans les règles de l'art. Ce serait vraiment heureux que l'opposition revienne à la face du monde pour reconnaître cet effort aussi bien au gouvernement qu'aux structures en charge de l'organisation des prochaines élections législatives. Il reste encore un certain nombre de doléances dont le souhait donc, de l'opposition à être représentée dans la structure en charge donc, de la gestion de cette liste-là. Si une suite favorable peut être réservée à cette préoccupation, ce serait tant mieux. Ce qui est sûr, il va falloir que l'un dans l'autre, que la Sénat
travaille à faire voir aux Béninois que les prochaines élections législatives sont effectivement des élections transparentes, des élections inclusives. Merci à vous, Achille Rousseau, Gaspard Yamonsi. On va passer à un autre sujet. À présent, nous allons parler cette fois-ci direction Université d'Abomey-Calavi pour dire que le recteur interdit le port des jupes et pantalons taille basse, mini, à fente exagérée et des... Ah bon, en tout cas, tout ce qui est ceci. Nos jeunes se allument visiblement, les professeurs là, à travers les styles vestimentaires. Non, à commencer par le recteur. Apparemment, il n'arrive plus à se contrôler. Manque de concentration. Votre question est une question vicieuse. Parce que, et il faut une réponse vicieuse. Non, à mon avis, la décision du recteur, des autorités rectorales, n'est pas orientée uniquement vers les filles. Parce que je crois que bien dans la décision, on a parlé d'étudiants. Maintenant, si vous mettez EES à étudiant et que ça devient étudiant, là n'est pas le problème. Je crois que c'est toute la communauté universitaire qui est concernée, et notamment les étudiants. Vous avez cité tout à l'heure ce qui est... On n'a pas parlé que des mini-jupes ou des jupes à fente ou des décolletés. On a parlé également des pantalons taille basse. On a parlé également des débardeurs. De toutes les façons, moi je ne sais pas l'inspiration qu'a eu le recteur pour que une pareille décision... Avec tout le boulot que le recteur a eu, il a encore le temps de regarder l'habillement. Bon, écoutez, c'est peut-être l'habillement qui le regarde. De toutes les façons, moi je ne sais pas quelle réflexion il a menée pour aboutir à une pareille décision. Et bon, moi je ne sais pas seulement dans le cadre de l'université qu'il faut enclencher une pareille lutte, à mon avis, parce que c'est un problème général aujourd'hui. Même en ville aujourd'hui. Oui, parce que le cas d'accident. Tel que le problème se pose, c'est comme si tu peux porter ce que tu veux d'extravagant de chez toi et ne pas pouvoir porter ça à l'université. Ça veut dire que tu peux changer avant de rentrer dans les murs de l'université, qu'à la sortie de l'université, tu peux porter ce que tu veux. Non, c'est un problème global. Et le problème, ce n'est pas un problème d'extravagance. C'est un problème d'abord de société. Aujourd'hui, comment est-ce que la jeunesse s'habille? C'est d'abord ça. Quel est le mode vestimentaire aujourd'hui de la jeunesse? Qu'est-ce qui influence aujourd'hui ce que les jeunes portent? C'est le débat, c'est de ce côté-là. Et c'est aussi un problème générationnel. Aujourd'hui, ce que le recteur Avlessi et les gens de sa génération appellent tenues extravagantes, ça peut ne pas être la même chose. Et ils avaient porté les pantalons. Voilà. La preuve, c'est que certains ont dit que cette décision, certains ont dit que c'est une décision démodée, surannée, ringard, c'est-à-dire une décision qu'il faut ranger dans le passé, que c'est pas, ça ne colle pas avec lui. Certains ont estimé que c'est une violation de certaines libertés. Ouais, donc il y a un débat tout autour. Et c'est ça qui m'emmène. Il faut reconnaître que nos chers agents... Non, je ne sais pas pourquoi vous emmenez. Quand la décision est arrivée, que les gens ont commencé par indexer les gens ont commencé par écouter. Non, oui, et nos jeunes frères qui mettent les jeans en bas et dont on voit les sous-vêtements. Pour eux, c'est souvent sale. Les sous-vêtements sont oui, sales. Non, le problème est général. C'est un problème aujourd'hui, c'est un problème de bonne mœurs. C'est un problème de dépravation, c'est un problème d'atteinte à la pudeur. C'est de façon globale, ce n'est pas une question d'université. Donc aujourd'hui, les autorités au plus haut niveau, je crois, doivent être plus regardants sur ces aspects-là. Ce n'est pas une question de... Ce n'est pas une question, la preuve, vous avez raillé le recteur et des gens comme vous, des gens comme votre copine Angela Damata, estime que le débat est orienté, oui, votre soeur, votre copine, estime que le débat est orienté, elle prend le débat comme si c'était un débat orienté uniquement vers les femmes. Et beaucoup de gens ont eu cette impression-là. Moi, je pense qu'il faut dépasser cette considération-là et voir le problème dans sa globalité. C'est vrai que c'est plus frappant
du côté des femmes, bien entendu. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est qu'il faut globaliser, ne pas penser qu'on ne parle que des filles. L'extravagance, ce n'est pas seulement du côté des filles. Je pense que le recteur doit pouvoir demander aussi au ministre de l'Intérieur ou bien au DGPN si on peut aussi prendre une autre décision pour interdire carrément ces gens d'habits en circulation. Oui, et puis quand on oriente une pareille décision rien que vers les étudiants, moi j'imagine qu'il y a également des professeurs à l'université dont on doit faire cas dans ces genres de décisions. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Dans l'administration, oui, en général. On voit des dames qui portent des voilà, donc ce n'est pas bon aussi d'indexer les étudiants à travers la note. Ça doit être à toute la communauté universitaire que pareille décision. Bon, oui, écoutez, quand on prend une mesure là, la mesure ne doit pas être catégorisée. La mesure doit être une mesure générale. C'est aussi bien pour ceux qui exagèrent, ceux qui n'exagèrent pas du tout et ceux qui sont au milieu entre l'exagération et... Par exemple, vous êtes au milieu. C'est ce que vous pensez. Achille Osso. Ben bon, je ne suis pas totalement d'accord avec Gaspard parce que... Tu dois être mécontent. Parce que... mécontent de quoi? À travers cette décision. Tu es professeur. Et alors? Et le recteur vous coupe... En fait, je ne suis pas totalement d'accord avec Gaspard parce que, d'abord, on ne peut pas mélanger les étudiants avec les professeurs. Même s'il y a des décisions à prendre à l'endroit des professeurs, on le ferait autrement, n'est-ce pas? Donc, je prends acte, les professeurs peuvent porter ce qui est extravagant. Non. Oui, les professeurs peuvent continuer de porter des ladeurs, des colletés, mini-jupes, fentes. Vous n'en verrez peut-être pas dans le rang des hommes. Vous en verrez peut-être dans le rang des femmes avec des jupes trop remontées et qu'on appelle des chemises qui laissent certaines parties sensibles du corps à découvert. Donc, il faut oser le dire. Oui, peut-être que c'est là où ça va choquer, mais à voir un professeur aller porter un jean déchiré. Bon, en fait, je crois que je pense que ça ne coupe pas les rues. Et je voudrais dire que, en fait, la décision du recteur, selon moi, est salutaire. Salutaire pour deux raisons. Gaspard lui-même a avancé la première raison tout à l'heure. Nous sommes dans un milieu où on forme les cadres de demain. Et donc, c'est l'image du pays, c'est à travers eux. Alors, où est notre identité si nous devons donc, dans l'administration, voir, en fait, laisser cette habitude s'installer et donc, demain, vous rentrez dans l'administration, c'est pour voir donc des cadres qui sont pratiquement nus, hein, aussi bien des hommes que des femmes. Moi, je crois quand même que on devait même travailler à imposer aujourd'hui un modèle vestimentaire. Au XXIe siècle? Bon, écoutez, pourquoi pas? Écoutez, en tant que nation, en tant que peuple, nous pouvons toujours... Nous faire de gilets, nous pouvons toujours rechercher notre marque. Nous pouvons toujours rechercher notre identité. Regardez les autres autour de nous. Je crois, même le Nigeria, où nous voyons un certain jeune se comporter n'importe comment, allez donc dans l'administration nigériane et voir comment les gens se comportent, quel est l'habillement des cadres de l'autre côté, des fonctionnaires en général. Je crois que par rapport à ça, c'est vrai que les jeunes doivent vivre leur jeunesse, mais il faut quand même aussi leur apprendre à faire la transition. Parce qu'ils sont dans une transition. Ils vont finir d'être jeunes, ils vont rentrer donc dans l'administration. Un président de la République que vous trouvez demain qui s'habille n'importe comment ou dont la femme à côté en tant que première dame, bon, puisque ça a été son mode vestimentaire, ça n'a jamais gêné personne que nous trouvions notre première dame aux côtés donc, de notre président de la République à moitié nue. Et donc, est-ce que c'est une bonne image? On a encore 4 minutes pour terminer. Malheureusement, vous ne m'avez pas permis. Le dernier sujet, je reste toujours avec vous, Achille Oussou. Voilà. Procès dans l'affaire des 4 patients décédés au CNHU suite à une coupure d'électricité. L'audience a démarré au tribunal donc, de Cotonou. 4 personnes dans le box des accusés. Premier à déposer là-bas sans gilet de prison. Le médecin de garde la nuit du drame, docteur
Fernand Sauton. L'audience a été suspendue après une coupure d'électricité un peu avant 11 heures. Pas de groupe électrogène de l'autre côté aussi. C'est ce que je constate. Ou bien le docteur Sauton est le fusible qui fait sauter les groupes de l'ASBE. Je n'ai pas compris parce que Même au tribunal. Quand on a annoncé que, bon, d'abord, c'est dans l'affaire donc, de coupure d'électricité au CNHU que c'est de cette affaire qu'on devait connaître et encore pendant que les mises en cause ont comparu et on assiste encore à une coupure qui fait arrêter, qui fait suspendre, j'allais dire, l'audience. Je crois que ça a fait marrer plus d'un. Et depuis, on se demande si c'est Dr Sauton qui est à l'origine des coupures dans la République. Je ne sais pas. Mais vous voyez que ça devrait quand même interpeller comment ça fonctionne l'administration dans notre pays. Parce qu'on a parlé du CNHU. Mais voilà que au tribunal la même chose se répète. Pour décider la même chose se répète. Ça veut dire que le mal est partout. Le mal est pas. Malheureusement, bon, nous avons fait un peu de... On s'est amusé un peu par rapport donc à la personne qui compara dans cette affaire-là. Mais je crois que c'est un mal qui est très profond et qui demande donc qu'on puisse vraiment réfléchir à savoir ce qui se passe. Ici, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est le fait qu'on suspend aussi la séance à cause de cette coupure. Ça veut dire que le tribunal n'a pas aussi de groupe de relais ou bien qu'il n'y a pas aussi de carburant dans les groupes du tribunal. Et donc, là aussi, je ne sais pas qui est-ce qu'il faut interpeller. Tout ça, c'est la conséquence de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ah, aussi. Gaspard Diamansi. Non, je suis heureux qu'aujourd'hui, que Achille ait reconnu que les coupures en sont pour quelque chose. Et quand on dit coupure, il faut dire SBE. Parce que, vous savez, la dernière fois, on a semblé dire non, la SBE n'est pas en cause, tout ça. Et voilà que pour une affaire de coupure d'énergie électrique qui a occasionné 4 morts, on se retrouve au tribunal avec ceux qui sont accusés et que la SBE quitte l'hôpital et les pourchasse jusqu'au tribunal. Donc c'est la SBE qui les a pourchassés. Je vous en prie. Non, puisque à l'audience, malheureusement, il y a encore eu une coupure. Et pas qu'une coupure. Il y a eu des coupures sur des coupures. Parce que dans l'annonce du sujet, vous avez parlé de la coupure de 11 heures. Mais il y a eu d'autres coupures qui ont arrêté la suspension de l'audience. Il y a eu une 3e ou une 4e coupure qui a finalement permis le report de l'audience pour le 8 novembre prochain. C'est pour vous dire que, oui, on peut, au niveau de l'hôpital, on peut chercher à dédouaner la responsabilité de la SPE, mais les coupures, il y en a de trop. Et quand c'est excessif, ça devient un problème. Et je crois que c'est ce que nous observons ces derniers. On ne sait pas ce qui se passe, mais même s'il n'y a pas... Nous avons parlé de relais. S'il n'y avait pas de coupure, on n'allait pas chercher à savoir s'il y avait de gasoil dans les groupes électriques. Visiblement, vous ne me laissez pas finir mon intervention. Mais moi, je voulais quand même attirer l'attention sur ces aspects-là du sujet. Donc, en fait, c'est la SBE qui va se retrouver au tribunal. Ah, vraiment, c'était quand même un plaisir. Non, mais en fait, non, il faut dire, on ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas de relais automatique. C'est ce sur quoi on ne s'est pas entendu ici la dernière fois, qu'il n'y a pas de relais automatique dans nos services publics. Ça ne se comprend pas. Même à Guéri TV, je crois que quand même... si ça coupe, ça coupe. Faut pas dire qu'on n'a pas. Donc si un internaute a envie de nous offrir, faut pas faire gabier. Je pense que si vous savez, c'est pas automatique. Vous savez, moi je suis contre ce que Achille est en train de dire, parce qu'il ne faut pas systématiser la pose de groupes électrogènes dans toutes les administrations, dans tous les services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous légalisons les coupures. Ça veut dire que nous rendons
les coupures d'électricité normales. Ce qui, normalement, alors les que l'ambition coupures, du chef de l'État, c'est zéro coupure. ça devait être une exception. Non, on ne peut pas avoir de pays avec zéro coupure parce que c'est du matériel, c'est sûr qu'il y aura des pannes. Il y a des causes qui ne vont pas dépendre des hommes et qui vont amener des coupures. Mais c'est souvent exceptionnel, les coupures. Sinon, au moins, ça doit être rare. Vous savez quand même que Cotonou est un chantier, donc non? C'est les services sensibles, comme les hôpitaux ou un certain nombre de services, où une rupture d'énergie d'un certain nombre de temps peut causer des torts. Je crois que c'est d'abord là les priorités, il faut mettre des relais. Maintenant, par la suite, on peut regarder. Pourquoi une coupure, ça ne doit pas être une coupure longue et excessive jusqu'à occasionner des morts, jusqu'à faire reporter un procès. Je crois qu'il y a un problème. En tout cas, moi, je n'accuse pas. Mon problème, c'est que les relais doivent être systématiques. Mais je n'accuse pas systématiquement la SBE, mais je dis qu'il y a une part de responsabilité de ces sociétés-là dans ce qui se passe. Aujourd'hui, une coupure. La preuve, avant cette émission, on a été dépourvu d'énergie électrique. Et généralement, c'est sans avertissement que ça arrive. Et ça endommage parfois des appareils. Ça endommage des appareils dans les domiciles. Ça endommage des appareils dans les administrations. Et généralement, comment est-ce que les gens arrivent à rentrer, à être dédommagés par la structure? Merci beaucoup. C'est définitivement terminé pour ce vendredi 28 octobre 2022. C'était un véritable plaisir pour moi de vous présenter une fois encore ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. J'étais donc avec Gaspard Adjamossi, merci. J'étais également avec Achille Ossou. Bon, on ne va pas quand même laisser Gaspard sans dire un mot à ceux qui ont fait l'actualité. Non. Aujourd'hui, je crois que contrairement aux habitudes, bien sûr, que c'est la SBE, puisque elle a pourchassé. C'est mieux, contrairement à ce qui se passait auparavant. Je crois qu'aujourd'hui, le débat a été un peu houleux. Je ne dirais pas par la faute, parce qu'il y a un biais, il y a quelqu'un qui est supposé être de la mairie de Porto-Novo, parce qu'il y a eu des débats de la SBE et autres. Mais c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau-là. Et contrairement à ceux qui pensent que nous faisons souvent un match amical ici, quand les débats sont sérieux, nous-mêmes nous sommes sérieux et la contradiction y est véritablement. Merci beaucoup, Achille Ossou. Nous souhaitons, comme d'habitude, un bon week-end à tous les amis qui nous suivent et bonne suite à Guérit TV Monde. Merci beaucoup à vous, Achille Ossou, Gaspard Adjamossi, merci. Roméo Patrice Aéronton, merci. Latifat Korano, merci. Alphonse Boton au niveau de la réalisation. Merci beaucoup à vous aussi. Sans oublier Kabirou Djadi. L'émission a été préparée tout simplement par l'ensemble de la rédaction. Sans oublier le Red Chef Charles Albandaoui. Mesdames et messieurs, merci à vous et à vendredi prochain. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.